Ok, super. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci d'être présent aujourd'hui. Je propose de commencer par me présenter pour les personnes qui éventuellement ne me connaissent pas. Je m'appelle Mélanie De Winter, je suis sociologue et chercheuse au sein du CRIS, le Centre de recherche et d'intervention sociologique de l'Université de Liège. C'est un centre de recherche rattaché à l'Institut de recherche de la Faculté des sciences sociales. J'y ai réalisé une thèse de doctorat en sciences politiques et sociales sur l'intégration des soins et plus spécifiquement sur l'implémentation du plan conjoint des soins intégrés pour une meilleure santé, dans le cadre duquel les projets pilotes chroniqueurs, aussi appelés Intégréo, ont été lancés. Donc, l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est de vous présenter brièvement les éléments que j'ai pu mettre en évidence au terme des 4 ans de ma recherche doctorale. Puis après la présentation, l'idée, c'est d'en discuter de façon posée et dans le respect mutuel. Donc, tout au long de la présentation, si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à les noter pour qu'on en parle par la suite en sachant que toute question, remarque, voire même objection est la bienvenue. Donc, je vais commencer tout de suite par contextualiser cette recherche et rappeler peut-être des éléments qui vous sont déjà familiers. Donc, le point empirique et liant de cette thèse, c'est le plan conjoint des soins intégrés pour une meilleure santé qui a été lancé en 2015 et dont l'objectif était d'intégrer les soins en Belgique en ciblant spécifiquement les patients atteints d'une ou plusieurs maladies chroniques. Les maladies chroniques étant actuellement, je pense que je ne vous apprends rien, la première cause de mortalité en Belgique, en Europe et aussi dans le monde. D'après l'OMS, d'après les chiffres de l'OMS, elles sont responsables d'environ 70% des décès au niveau mondial. Et en Belgique, on monte à 86%, donc c'est vraiment pas rien. Ce plan a été initié à la base par le niveau fédéral, mais a été signé par l'ensemble des ministres de la Santé suite à la 6e réforme de l'État, puisque les soins intégrés, normalement, incluent nécessairement des activités de prévention et de promotion de la santé qui sont aujourd'hui des compétences régionales. Le plan reprend cette définition aussi des services de santé intégrés qui peut être traduite de la façon suivante. Donc, les services de santé intégrés, ça correspond à la gestion et à la délivrance de services de santé de manière à ce que les clients, donc les patients, reçoivent un continuum de services préventifs et curatifs en fonction de leurs besoins à travers le temps et à travers les différents niveaux du système de santé. Donc, ce qui est visé, c'est le bon soin pour la bonne personne, au bon moment et au bon endroit, avec une contrainte d'efficience quand même derrière. Donc, j'ai déjà une première question que j'ai envie de vous poser à ce stade et je propose d'y réfléchir après la présentation. Est-ce que vous pensez qu'il existe des professionnels qui vont dire qu'ils ne visent pas ça? Autrement dit, est-ce qu'il est vraiment possible de ne pas être d'accord avec cette définition ou est-ce que ce n'est pas au final un objectif que les professionnels au sens large dans le secteur des soins de santé tentent de réaliser depuis longtemps sans forcément appeler ça soins intégrés? Donc, au final, est-ce que ce ne serait pas un nouveau nom pour un objectif qui n'est pas si nouveau que ça? Donc, je propose de garder cette question en tête. On y reviendra tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, pour arriver à réaliser ce continuum, il est nécessaire de réaliser un changement de paradigme, c'est-à-dire de passer d'un système de soins dit fragmenté à un système dit intégré. Donc, ça implique de sortir d'une vision centrée sur la maladie pour aller vers une approche où le patient est abordé dans sa globalité. Et la clé pour réaliser ce changement de paradigme, l'enjeu fondamental, c'est la collaboration à de multiples niveaux, entre autres entre le bénéficiaire et ses proches, entre le bénéficiaire et les professionnels avec lesquels il interagit, entre ces professionnels eux-mêmes, entre les organisations auxquelles appartiennent ces professionnels, mais aussi au niveau institutionnel, entre les niveaux de pouvoir qui prennent les décisions en matière de santé. Donc, nos décideurs sont des acteurs à part entière de l'intégration des soins. La particularité de cette politique publique, c'est que sa substance, donc la question du quoi, du qu'est-ce qu'on va faire, n'était pas définie à l'avance. Donc à la lecture du plan, on ne pouvait pas lire des objectifs stratégiques, opérationnels ou des actions concrètes à réaliser pour intégrer les soins sur le terrain. Par contre, on trouve dans le plan des éléments procéduraux qui vont concerner le comment, concernant la manière dont on allait définir ce qu'il faudrait faire en Belgique pour intégrer les soins.
Et les autorités ont décidé de déléguer la définition des actions à réaliser aux acteurs de terrain. Donc, certains d'entre vous, en lançant des projets pilotes multidisciplinaires qui sont aujourd'hui toujours en cours. C'est la première ligne d'action du plan, comme vous pouvez le voir sur la DIA, qui est en fait un print screen de la page 2 du plan. Un fait intéressant quand même, c'est qu'avant de savoir quelles actions allaient être imaginées, il a été défini que le lancement des projets pilotes se ferait en 4 phases. 4 phases différentes, avec chacune des durées prédéfinies. Donc, les 2 premières phases de préparation et de conceptualisation étaient des phases de sélection, durant lesquelles les partenaires intéressés par la démarche étaient amenés à se rassembler par zone géographique et à soumettre conjointement pour chaque projet un plan d'action loco-régional détaillant les actions imaginées par les partenaires pour intégrer les soins. Et aujourd'hui, on est en phase d'exécution. Donc, hors des 19 projets qui ont rendu un dossier de candidature, 14 ont été retenus et 12 sont rentrés en phase d'exécution. Et la dernière phase prévue, c'est la phase d'extension qui n'a pas encore eu lieu et dont l'objectif serait, si on arrive jusque-là, d'étendre à une échelle nationale les bonnes pratiques identifiées au niveau des projets. Donc, ceci étant dit, si on monte un petit peu en généralité, on peut dire que l'objectif de ma recherche doctorale était double. D'abord, analyser une tentative d'intégration des soins à une échelle nationale en ciblant les patients atteints d'une maladie chronique avec en ligne de mire l'enjeu sociologique qui est celui de faire collaborer des personnes et des institutions qui ne collaborent pas toujours spontanément, ce qui pose par ailleurs des questions fondamentales de gouvernance. Et puis, c'était aussi d'analyser un processus d'implémentation d'une politique publique à travers l'utilisation spécifique de projets pilotes, sachant qu'il y a un recours de plus en plus systématique à l'utilisation de projets pilotes en Belgique dans le secteur des soins de santé, mais aussi dans d'autres secteurs. Et preuve en est, j'ai pu lister 9 types de projets pilotes différents qui ont été lancés ces 10 dernières années dans le secteur des soins de santé. Donc, il est déjà très important de souligner que cette liste au niveau de la santé n'est pas exhaustive et qu'en plus, on retrouve également pas mal de projets pilotes dans d'autres secteurs comme l'action sociale, l'éducation ou encore l'emploi. Donc, ça prouve bien que quelque chose est en train de se passer au niveau de cet outil. Et pour réaliser ma recherche, j'ai suivi le déroulement de 2 projets pilotes, donc le Chronicopole et Rélian, pour ne rien vous cacher, dans le cadre d'une approche ethnographique qui est une méthode de recherche qualitative, qui tranche un peu avec les approches plus classiques de la santé publique. Et les résultats ont été obtenus à partir de la triangulation de 3 sources d'informations, donc des documents d'abord, à travers la réalisation d'une revue de littérature et à travers la lecture de documents opérationnels, qu'ils soient formels ou informels. J'ai aussi mobilisé des discours à travers la réalisation d'entretiens et de focus group. Et enfin, je me suis focalisée sur les actions et interactions entre les partenaires que j'ai pu saisir à travers la méthode de l'observation directe, d'où ma présence à de nombreuses réunions, pour ceux qui m'auraient croisée. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous. Voilà. Alors, petit préambule à la suite de cette présentation. Cette thèse, c'est une thèse dite par article. Ça veut dire que j'ai rédigé et publié 4 articles scientifiques différents, chacun traitant d'une question de recherche spécifique, le tout étant remis en perspective dans une discussion générale conclusive. Donc maintenant, je vous propose de passer en revue simplement les éléments saillants de ces différentes parties. Dans mon premier article, je me suis focalisée sur le contexte institutionnel fédéral dans le cadre duquel le plan a été lancé et ont été initiés les projets pilotes. Et mon objectif, c'était d'essayer de comprendre comment cette configuration fédérale globale a pu influencer la mise en œuvre d'une politique publique visant à intégrer les soins en Belgique. Et comme je l'ai déjà dit, la 6e réforme de l'État a abouti à une nouvelle répartition des compétences liées à la santé en Belgique, entre les niveaux fédéraux d'une part et puis les communautés et les régions d'autre part. Et ces 3 niveaux de pouvoir ont chacun hérité de compétences spécifiques et surtout exclusives en la matière. Donc pour le dire autrement, chaque niveau a un pouvoir de décision autonome par rapport à ses compétences et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on entend souvent dire que la Belgique a 9 ministres de la santé. Moi, il me semble plus précis de dire que la Belgique compte actuellement 9 ministres qui ont dans leurs attributions des compétences liées à la santé. Petite parenthèse.
Alors, dans cet article, sur base de ce qui m'a été rapporté, je mets en évidence que cette autonomie des entités dirigeantes, à la fois fédérales et fédérées, couplée à un manque de coordination entre les niveaux de pouvoir et aussi à une répartition quelque peu incohérente des compétences liées à la santé, s'est traduite par un manque de cohérence entre les décisions prises aux différents niveaux, à la fois fédéral et régional, et ça a entraîné par effet miroir un manque de cohérence, voire même parfois des contradictions dans ce qui a pu être demandé concrètement aux acteurs de terrain au niveau opérationnel. Donc il y a eu un effet d'accumulation de demandes différentes au niveau, enfin de demandes différentes ou contradictoires. Ça veut dire que, un peu malheureusement, on va dire ça comme ça, on peut affirmer que la répartition actuelle des compétences dans le secteur des soins de santé, donc la division de la gestion de ce secteur entre plusieurs niveaux de pouvoir, semble aujourd'hui être un frein à l'intégration des soins, puisque d'un côté, on va désintégrer, on fragmente le niveau décisionnel, et d'un autre côté, on demande aux acteurs de terrain d'intégrer les pratiques. Et ça peut vraiment donner lieu à des situations illogiques. C'est comme s'il y avait plusieurs volants et plusieurs conducteurs dans une seule et même voiture au final, et que tout le monde ne veut pas toujours aller dans la même direction. Donc on peut citer l'exemple très concret de l'obligation de supprimer les actions de prévention et de promotion de la santé des plans d'action durant la phase de conceptualisation, parce que les financements des projets étaient fédéraux et que les compétences de prévention et de promotion de la santé sont devenues des compétences régionales. Alors si cette demande a du sens d'un point de vue légal, ça n'en a pas beaucoup d'un point de vue médical ou d'un point de vue de la santé en général, et ça pose même vraiment question en fait quand on est dans une démarche d'intégration des soins. Les deux articles suivants portent sur la notion de projet pilote. Donc le projet pilote y étant vu comme un outil, comme une méthode de travail. Et dans cet article-ci, j'essaie de comprendre en quoi le recours à cet instrument a pu influencer les modes de gouvernance dans le cadre de l'implémentation du plan. Et le début de mon raisonnement, c'est de se dire que si la manière substantielle d'intégrer les soins en Belgique avait été négociée uniquement au niveau de l'INAMI, on peut se dire que les résultats auraient probablement été différents. Je ne m'engage pas beaucoup quand je dis ça, évidemment. Mais dans le cas qui nous occupe, lors de mes entretiens, il m'a été dit à plusieurs reprises que le recours à l'instrument que constitue le projet pilote est notamment dû à une volonté des autorités de travailler de façon bottom-up, en co-création avec les partenaires de terrain. Et a posteriori, on se rend compte que cette façon de travailler, vue comme idéale dans la littérature scientifique sur l'action publique, n'est pas toujours simple à mettre en œuvre. D'abord parce que travailler en co-création, ça nécessite de se voir régulièrement. Donc, ça a créé un besoin d'inventer de nouvelles modalités de collaboration verticale entre les parties prenantes des projets d'une part et les autorités d'autre part. On peut citer par exemple les intervisions mensuelles qui réunissaient à minima les représentants des cabinets, les membres de la cellule interadministrative et les représentants des projets pilotes, notamment les coordinateurs, mais aussi d'autres acteurs. En plus de ça, au lieu de mener à un simple transfert de tâches, ça a aussi modifié les rôles de chacun, puisque les autorités et l'administration devaient normalement plutôt endosser un nouveau rôle de support à l'action, et les acteurs de terrain devaient normalement endosser un rôle de représentant d'une profession, d'un secteur et d'un projet, et ont été amenés à prendre des décisions stratégiques. Donc c'est un rôle de décideur auquel tout le monde n'est pas forcément habitué. Je pense aussi que beaucoup se sont rendus compte de la difficulté de prendre des décisions collectives et d'arriver ensemble à tomber d'accord sur quelque chose. Donc, lors des intervisions, par exemple, on a mis en contact et en présence des personnes qui n'avaient pas spécialement l'habitude de se côtoyer et qui ne vivent pas forcément les mêmes réalités quotidiennes. La conséquence, c'est que ces personnes peuvent avoir des avis très différents sur ce qu'il convient de faire pour intégrer les soins. Et on remarque un truc intéressant, c'est qu'on voit que les décideurs sont fortement influencés par la littérature scientifique, alors que les acteurs de terrain, et c'est très logique, vont plutôt faire valoir leur expérience quotidienne de terrain. Il ne va pas toujours dans le même sens de ce qu'on peut lire dans la littérature scientifique. D'où parfois l'émergence d'incompréhensions réciproques, de conflits, de controverses, voire carrément de clashs culturels, on va appeler ça comme ça. Par exemple, sur la fameuse question du bundle payment, qui était fort promu à une époque par les autorités et qui a généré pas mal de remous. Donc d'un côté, on a des études scientifiques
sur lesquels se sont basés les décideurs, qui tendent à montrer que les systèmes basés sur le bundle payment ont des meilleurs résultats au niveau global. Mais implémenter le bundle payment en Belgique dans un système qui fonctionne quand même principalement à l'acte, ça représente aussi un manque à gagner pour certains professionnels dont la présence est par ailleurs indispensable dans les projets. Donc on voit bien où il y a un hiatus et d'où peut venir le désaccord. Mais cette volonté de travail en co-création, elle a aussi créé une situation d'interdépendance forte entre les décideurs et l'administration d'une part, et puis les acteurs de terrain d'autre part, dans le cadre de l'intégration des soins, puisque les autorités dépendent littéralement des actions que les projets lanceront sur le terrain pour avoir des résultats. Et d'un autre côté, si les acteurs de terrain refusent d'un bloc ce qu'on leur demande de faire, les autorités ont toujours la possibilité d'avoir recours à des textes légaux pour obliger les professionnels à travailler d'une certaine manière. Donc l'enjeu ici, c'est d'éviter le dialogue de sourds. Et pour éviter ce dialogue de sourds qui peut être délétère, voire bloquant, c'est déjà de comprendre que tout le monde est dans le même bateau et qu'il est préférable, me semble-t-il, d'être dans une dynamique d'écoute réciproque avant d'être dans la revendication pure et dure. Et ça, pour arriver à faire ça, ça implique de se mettre à la place de l'autre, à tout le moins pour tenter de comprendre les raisons qui peuvent pousser une personne, quelle qu'elle soit et peu importe où elle se situe dans le système des soins de santé, pour comprendre ce qui la pousse à penser ce qu'elle pense, à dire ce qu'elle dit, pour ensuite être éventuellement prêt à faire des compromis par ajustement mutuel. Alors, je passe maintenant au troisième article dans lequel j'essaie de comprendre, cette fois-ci, comment l'utilisation des projets pilotes comme instrument d'implémentation a pu structurer la collaboration entre les parties impliquées dans un projet pilote. Donc ici, je parle de collaboration horizontale entre les partenaires, en fait. Et pour répondre à cette question, même s'il me semble qu'on a à peu près tous l'impression, je crois, de savoir ce qu'est un projet pilote, je pense qu'il peut être utile de prendre le temps de définir cette notion qui implique en fait deux dimensions. D'abord, de par son côté pilote, ce type de projet renvoie à la notion d'expérimentation et à l'idée d'être les premiers à tenter de faire quelque chose dans un contexte donné. Ça veut dire qu'en général, dans le cadre d'un projet pilote, on va d'abord tester une innovation en situation réelle, en général à petite échelle, en tout cas au début, pour pouvoir préserver à la fois la réversibilité et l'adaptabilité des actions entreprises dans le cadre du projet pilote et permettre par ailleurs le développement de nouvelles connaissances dont on va pouvoir tirer profit si on veut réitérer l'expérience. En plus de ça, la notion de projet pilote renvoie aussi à une méthode de travail spécifique qui implique en général quasi automatiquement la constitution d'une équipe non hiérarchisée, souvent multidisciplinaire, mandatée pour réaliser une tâche spécifique, donc dans ce cas-ci précisément un projet pilote de soins intégrés. Et donc de par cette caractéristique, on peut voir le projet pilote comme un instrument de mobilisation sociale qui va être déclencheur de collaboration entre les partenaires qui ne travaillent pas forcément habituellement ensemble, puisqu'ils doivent pratiquement automatiquement se réunir régulièrement pour construire ensemble leur projet. Donc la méthode du projet pilote, elle permet la coopération créative pour faire émerger de nouvelles solutions, en sachant aussi que cette méthode implique une dynamique d'échange d'idées et de négociation perpétuelle qui vont amener de l'incertitude. Et ces incertitudes sont parfois aussi inconfortables, voire stressantes pour les parties prenantes. Du coup, sans postuler ici une relation de cause à effet systématique, et ça c'est important de le souligner, on peut faire un lien entre l'instrument projet pilote et une configuration organisationnelle spécifique, à savoir le réseau, en se disant que dans le cas précis des projets pilotes de soins intégrés, en mettant les gens en lien, l'instrument projet pilote a peut-être pu agir comme une sorte de catalyseur, en créant les conditions organisationnelles favorables à l'émergence de réseaux de soins collaboratifs. Donc ici, des réseaux de soins de santé communautaires qui sont par ailleurs toujours en construction. Oui, voilà. Donc au fil des échanges,
les parties prenantes qui ne se connaissaient pas forcément avant ont pris le temps d'apprendre à se connaître. Donc, ce qui a mené à l'émergence des premiers stades d'une culture de collaboration horizontale entre les membres des projets pilotes. Et ce phénomène de mise en lien peut être vu comme une manière de réduire la fragmentation entre les lignes de soins, puisqu'on instaure une communication entre différents mondes et on tente de stabiliser un langage commun à travers des objectifs communs. C'est pas pour ça, je vais quand même préciser aussi que je ne dis pas que les professionnels ont attendu le plan et ces projets-ci pour initier des démarches de travail en réseau, surtout pas. L'idée, c'est plutôt de dire que les réseaux naissants dans le cadre de ces projets pilotes de soins intégrés ont peut-être une ampleur plus importante et peut-être une forme un peu différente des réseaux qui existent déjà ou qui auraient émergé spontanément de façon totalement bottom-up, puisqu'ici, la construction des réseaux a été cadrée, enfin les projets a été cadrés et orientés par les consignes, données par les autorités, sans me prononcer ici sur la pertinence de ces consignes. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi de rappeler qu'un réseau, ça se vit plus que ça ne s'écrit. Il se vit et existe au fil des interactions concrètes, au fil de l'action concrète, au fil des échanges entre les parties prenantes qui le composent. Donc, un réseau, ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas de dire, voilà, on travaille en réseau pour que le réseau existe. Donc, ça veut dire aussi que la simple rédaction d'un organigramme n'implique pas de facto l'existence concrète et réelle du réseau représenté dans l'organigramme. D'ailleurs, à l'inverse, certains réseaux existent sans avoir d'organigramme et sans avoir de structure formalisée. Voilà. Donc, pour terminer dans cet article, je distingue aussi deux types de collaboration. La collaboration comme fin, d'une part, et la collaboration comme moyen, d'autre part. À savoir que la collaboration à l'œuvre, durant la phase de conceptualisation, était une collaboration réflexive. Un moyen de réfléchir autour d'une table à comment les professionnels allaient ensuite pouvoir collaborer sur le terrain au niveau thérapeutique. Collaboration vue cette fois-ci comme une fin à réaliser en tant que pierre angulaire des soins intégrés et qui n'est pas pour autant le corollaire direct de la première puisqu'il y a une phase spécifique de passage à la pratique. Ça, je vais y revenir. Donc, si on veut faire une petite métaphore relative au monde du théâtre, la collaboration réflexive à l'œuvre durant la phase de conceptualisation, elle correspond à celle qui est nécessaire pour rédiger collectivement le scénario d'une pièce de théâtre, d'une pièce qu'on voudrait jouer ensemble. Et la collaboration opérationnelle, thérapeutique, elle va correspondre à la collaboration à l'œuvre lorsqu'on joue la pièce de théâtre. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, le quatrième et dernier article de ma thèse est issu de la mise en perspective des résultats de 3 recherches différentes concernant respectivement les niveaux macropolitiques, méso-organisationnels et microthérapeutiques du système de soins de santé. Et le focus a été mis sur une des composantes spécifiques des soins intégrés, à savoir la notion d'empowerment du patient, qui est vue comme incontournable, particulièrement dans le cas des maladies chroniques. Et fait important, ce concept est un concept polysémique. De ça découle un certain flou en fait concernant cette notion qui pousse d'ailleurs à la redéfinir de façon quasi perpétuelle. Il y a plein d'articles dans la littérature qui donnent plein de définitions différentes de ce concept. Et donc, lorsqu'on a écrit cet article, notre objectif à nous 3, à nous 6 même, c'était de répondre à la question suivante. Quelles sont les conséquences de l'usage d'un concept aussi flou, donc le concept d'empowerment, lorsque différents acteurs de la santé doivent travailler ensemble? Et en fait, on se rend compte qu'il y a un écart assez important entre ce que représente ce concept au niveau macro pour les décideurs et d'autre part, la vision que peuvent en avoir les professionnels ou encore les patients à leur entourage. Donc, plus on descend vers le patient et le niveau concret thérapeutique, moins le concept d'empowerment va être mentionné spontanément comme catégorie de pensée et quand il l'est, les définitions ne sont pas forcément convergentes. Ce qui veut dire que les attentes concrètes qui sont liées à ces définitions ne le sont pas non plus. Donc, tant qu'on n'est pas passé à la pratique, d'ailleurs, on ne se rend pas forcément compte qu'on met des réalités différentes derrière ce concept puisqu'on utilise le même mot sans s'accorder sur une définition commune.
Et donc, la conclusion de cet article, c'est de dire que la polysémie du concept d'empowerment rend sa mise en pratique difficile à réaliser puisque on utilise un même mot pour désigner des réalités concrètes parfois très différentes sans même en avoir conscience. Je passe à la discussion conclusive. Cette discussion conclusive démarre avec le constat qu'on peut observer un écart important entre ce qui était prévu initialement et les événements tels qu'ils se sont déroulés sur le terrain. Et c'est ce qu'on appelle en anglais un implementation gap. C'est un ancien concept qui contredit l'idée selon laquelle l'implémentation d'une politique publique ou d'un plan d'action coulerait de source une fois que les décisions sont prises. Autrement dit, ce n'est pas tout de prendre une décision à un niveau politique ou stratégique. Il y a ensuite une étape spécifique de mise en pratique qui a des contraintes propres. Donc, pour le dire encore autrement, derrière ce concept se cache l'idée que les décisions prises et les règles qui en découlent ne sont pas performatives. Ça veut dire que le simple fait d'édicter une règle n'entraîne pas au niveau pratique le changement énoncé par cette règle. Par exemple, pour amener un peu de concret, rendre le port du masque obligatoire au moyen d'une règle n'implique pas immédiatement que tout le monde s'exécute et porte effectivement le masque ou le porte de la manière énoncée dans la règle. Et donc, à travers ma recherche, j'identifie des présuppositions, des lacunes, des ambiguïtés, des paradoxes, voire même des absurdités qui semblent avoir joué un rôle dans la constitution de cette implementation gap. Et ici, quand je parle d'absurdité, j'ai bien conscience que je pourrais chiffonner, voire vexer certaines personnes, mais ici, je ne suis pas du tout dans le jugement de valeur. C'est assez important de le préciser parce que, en fait, je fais référence à des absurdités logiques. Comme quand on a pu demander à des coordinateurs d'assister au même moment à 2 réunions différentes dans 2 endroits différents. Donc, je parle d'absurdités presque métaphysiques ou mathématiques, comme celles qu'on pourrait retrouver dans l'énoncé tracé de lignes simultanément parallèles et perpendiculaires. Donc ici, je n'essaie pas de dire que quelqu'un a fait quelque chose de mal. Et donc, pour structurer mon raisonnement, j'ai analysé le matériau empirique récolté à la lumière de 6 descripteurs qui permettent de caractériser un projet pilote quel qu'il soit. Et donc ici, je vais les passer en revue. Le premier descripteur, c'est la relation au contexte politique et local. Et ce descripteur renvoie à l'idée qu'un projet pilote ne peut pas être isolé du contexte spatio-temporel spécifique dans lequel il se déroule. Donc, lorsqu'on conçoit un projet pilote, il n'est pas possible d'anticiper tous les facteurs qui auront une influence sur le déroulement des événements. Au hasard, on peut citer évidemment la crise du coronavirus ou le fait qu'il ait fallu 1 an et demi pour former un gouvernement fédéral. Donc, tout ça a forcément influencé le déroulement des projets. Et cette dépendance au contexte à la fois global et local, elle est vraiment importante parce que ça signifie que si on a bien 12 projets pilotes en phase d'exécution qui ont tous pour objectif d'intégrer les soins, ils ne le font pas tous de la même manière et ils ne représentent pas tous 12 occurrences d'une même expérience. D'abord parce qu'ils se déroulent déjà dans des contextes locaux réels différents, donc pas en laboratoire, qu'ils ne ciblent pas les mêmes populations de malades chroniques tant en termes qualitatifs que quantitatifs, et donc ne lancent pas forcément les mêmes actions. Et en plus de ça, si exprimés en pourcentage, les objectifs d'inclusion, par exemple, sont bien les mêmes, lorsqu'on regarde les chiffres absolus, c'est plus du tout le cas puisque la taille de la population de référence varie en fonction des projets. Donc, devoir inclure 1% d'une population de 100 000 personnes, c'est fort différent d'inclure 1% d'une population de 360 000 personnes. Et l'écart se creuse d'autant plus quand l'objectif exprimé en pourcentage augmente. 10% de 100 000, c'est 10 000 personnes. 10% de 360 000, c'est 36 000 personnes. Donc, ça fait quand même une différence de 26 000 personnes à inclure. On voit bien que l'objectif n'est pas du tout le même. Donc, il faut faire très, très attention, je pense, à ne pas comparer des pommes et des poires, parfois sans s'en rendre compte, puisque le concept de soins intégrés, polysémique, lui aussi, peut renvoyer à des situations concrètes très différentes. Et pour le dire encore autrement, avec des mots un peu compliqués, il y a un faible niveau de standardisation et de comparabilité entre les expériences menées au sein des projets. Donc, ça veut dire que du coup, la reproductibilité des actions menées peut être questionnée, puisqu'elles ont été développées à chaque fois dans un contexte local spécifique.
Je ne dis pas non plus qu'aucune des actions n'est reproductible. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas identifier des best practices et qu'on ne pourra pas les décliner dans d'autres contextes, mais plutôt qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion pour identifier précisément ce qui est comparable, ce qui est reproductible, et d'avoir une réflexion pour voir comment traduire ces actions d'un contexte à un autre, notamment au moment de la phase d'extension. Derrière le second descripteur, l'échelle, se pose la question de savoir si l'innovation testée dans le cadre du projet pilote est testée à petite, moyenne, grande échelle, voire même à échelle réelle, et pour combien de temps, sachant que plus l'échelle est large, moins les actions lancées dans le cadre du projet sont réversibles, puisqu'on travaille en contexte réel et pas en laboratoire. Donc on va de toute façon avoir un impact réel. Or, comme on expérimente quelque chose de nouveau, dont on ne connaît pas les effets, a priori, cette réversibilité, elle est particulièrement cruciale, surtout si l'action a des effets délétères au final. Pourtant, dans les projets pilotes ici de sciences intégrées, il me semble que l'idée de départ des autorités, il me semble, était de lancer des actions rapidement et à grande échelle, puisqu'on voit que les projets devaient inclure des milliers de patients très rapidement pour avoir un effet significatif et pouvoir faire des statistiques valables. Et a posteriori, je pense qu'on peut se dire que cet objectif était particulièrement ambitieux. En témoigne d'ailleurs l'écart important entre le nombre attendu de patients inclus, à savoir donc plusieurs milliers, et le nombre de patients réellement inclus, à savoir quelques dizaines, centaines, au terme des 2 premières années en tout cas. Et cet écart, il peut d'abord être expliqué principalement par des aspects pratiques, notamment un manque de clarté au niveau de la procédure d'inclusion, mais aussi un manque d'outils opérationnels qui ont entravé ce travail d'inclusion. Je pense qu'il faut le reconnaître. Et puis, au niveau des projets étudiés ici, il y a quand même eu un choix délibéré aussi de commencer petit, avec un fonctionnement par micro-projet, justement pour pouvoir ajuster le tir si les actions ne fonctionnaient pas, voir si elles avaient un effet délétère, ce qu'on ne souhaite pas. Mais ça semble assez logique de fonctionner comme ça, de commencer petit pour agrandir par la suite si ça s'avère positif. Le troisième descripteur, c'est l'innovation, avec comme question sous-jacente au final, quelle est l'innovation qu'on teste en contexte réel? Dans le cadre des projets pilotes de sciences intégrées, on peut remarquer plusieurs types et niveaux d'innovation. D'abord, les actions innovantes, imaginées par les projets pilotes et destinées à intégrer les soins, chaque action étant en soi une innovation à tester, voire même un projet pilote en soi, en fait, donc un projet pilote dans le projet pilote, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, le fait de travailler en co-création et de déléguer le travail de design de ces actions, donc de la substance de la politique, c'est une innovation dans la manière d'innover et qui n'a peut-être pas forcément été conscientisée comme telle, je pense, qui n'a d'ailleurs pas non plus fait l'objet d'une évaluation. Enfin, on me contredira si je me trompe, mais je pense que c'est important de voir ça aussi comme une innovation. Je reviens aux actions des projets. Une innovation, elle peut être radicale. On parle alors d'innovation disruptive ou incrémentale. Là, alors, on est dans l'innovation progressive. Et à première vue, on peut se dire que les projets pilotes relèvent plutôt de la catégorie incrémentale, puisqu'il y a 4 phases, enfin voilà. Et de façon assez contradictoire et paradoxale, il semblerait quand même que les autorités, en tout cas certaines personnes, aient été en attente d'effets assez radicaux et immédiats sur les indicateurs à disposition, à peu près tous quantitatifs, donc le nombre d'inclusions, l'impact sur les budgets des soins de santé, avec les fameux gains d'efficience, le nombre d'hospitalisations et encore d'autres indicateurs. Et ça, c'est précisément une logique de court terme qui n'est pas super compatible avec celle d'expérimentation inhérente au projet pilote et qui est quant à elle basée sur du long terme et qui nécessite donc de prendre le temps, de tester, de comprendre ce qui se passe et aussi d'ajuster si nécessaire. Donc, pour le politique, pour le décideur qui souhaite lancer des projets pilotes, ça me semble important de garder ça en tête. Qui dit innovation et expérimentation dit apprentissage et création de nouvelles connaissances, ce qui m'amène à parler du 4e descripteur, à savoir la knowledge orientation. Et ça renvoie à la question de savoir en fait quelles connaissances on veut produire ou on va produire. Et une caractéristique propre du projet pilote, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il permet de faire des expérimentations en situation réelle et donc de produire des connaissances
sur comment l'innovation en jeu interagit avec le contexte dans lequel elle est lancée, qui est un contexte qui est à chaque fois unique et multifactoriel. Et la conséquence de ça, c'est qu'il est difficile, voire même impossible, en fait, d'inférer des relations causales directes entre telle action et tel résultat, puisque le faisceau des facteurs d'influence possibles est très large. Et pourtant, en analysant les projets pilotes de soins intégrés et tout le processus qu'il y a autour, on peut quand même avoir l'impression que c'est ce que certains cherchaient à faire dans une approche très evidence-based, trouver une espèce de formule toute faite des soins intégrés, basée sur une relation de cause à effet facilement identifiable, qui marcherait partout de la même manière et qui garantirait un succès à tous les coups en matière de soins intégrés. Je grossis le trait ici, mais c'est pour bien me faire comprendre. Et avant d'expliquer pourquoi j'avance ça, je voudrais faire une petite parenthèse et souligner qu'il existe vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup, de recherches sur les soins intégrés partout dans le monde. En témoigne d'ailleurs le Handbook sur les soins intégrés qui a été publié en 2017. Il fait environ 600 pages, donc c'est pas rien. Et dedans, il y a plein d'exemples de tentatives d'intégration des soins. Du coup, je pense vraiment que s'il y avait une recette miracle facilement identifiable et facilement reproductible pour intégrer les soins, c'est probable qu'on l'aurait déjà trouvée. Ceci ferme la parenthèse. Je me permets donc d'avancer que c'est ce genre de formule toute faite que certains, en tout cas, cherchaient, parce que le plan est quand même basé sur le présupposé qu'il y aurait nécessairement des bonnes pratiques à identifier. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ça reste un présupposé. Que celles-ci, elles seraient forcément mesurables au moyen d'indicateurs quantitatifs, qu'elles auraient donc nécessairement un impact quantifiable, entre autres en contribuant à produire des gains d'efficience, et qu'elles seraient forcément reproductibles et transférables à d'autres contextes. Alors, comme je l'ai déjà dit, ce raisonnement il dénote une approche evidence-based, teintée un peu de positivisme, qui est omniprésente en médecine et qui est un peu considérée comme le Saint Graal. C'est une approche pertinente. C'est une approche pertinente, bien sûr, quand on fait des expériences en sciences exactes, reproductibles de nombreuses fois en laboratoire, par exemple dans le cadre de la recherche d'un traitement. Mais du coup, c'est aussi une approche qui tient très peu compte de la dépendance au contexte et qui est caractérisée aussi par une espèce, je vais exagérer de nouveau, mais une espèce d'obsession pour la quantification. Et les chiffres, ce n'est pas un problème en soi, mais il faut qu'ils aient du sens. Et il faut qu'ils renvoient à quelque chose de concret. C'est comme les concepts, comme le concept d'empowerment dont je parlais tout à l'heure. Et le problème, par contre, posé par cette approche, c'est qu'elle occulte très fort les aspects soft, tacites, sociaux, humains d'un projet pilote. Aspects qui sont par ailleurs difficilement chiffrables et difficilement transférables et sont pourtant fondamentaux dans le cadre de l'intégration des soins, puisque une des pierres angulaires des soins intégrés, si pas la pierre angulaire des soins intégrés, c'est la collaboration humaine. Collaboration professionnelle dont je parlais tout à l'heure, mais aussi en bénéficiaire et professionnel. Enfin, j'ai déjà listé pas mal de parties prenantes qui doivent collaborer. Et alors, un autre problème, un dernier problème, et pas des moindres, qu'on peut relever, réside en fait dans le fait que ces projets pilotes sont dans ce cas-ci, il me semble, simultanément utilisés comme instrument d'expérimentation et d'implémentation. Ce qui a mis en fait les parties prenantes des projets dans une situation paradoxale que je qualifie de double contrainte. C'est un concept qui a été créé par Bateson. Une situation de double contrainte, c'est une situation dans laquelle, quoi qu'on fasse, on ne peut pas être gagnant. Donc, on ne peut pas bien faire. On est entre le marteau et l'enclume. Ici, on a demandé en fait au projet d'expérimenter de nouvelles façons de faire et donc de prendre le temps de produire des connaissances sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Mais en même temps, il fallait avoir des résultats rapides en lançant des Quick Wins Actions. Mais ces Quick Wins Actions, on n'avait pas eu le temps forcément de les expérimenter avant. Et donc, on n'était pas forcément sûr des résultats qu'elles pourraient avoir. Et donc, ces actions-là, elles auraient pu avoir des résultats potentiellement dommageables ou inefficaces. Donc, on voit bien que c'est une dynamique un peu de serpent qui se mord la queue et que ce n'est pas super optimal comme processus. Tout ça m'amène à parler du cinquième descripteur, le statut spécial qu'on accorde au projet pilote, parce qu'on va normalement avoir des attentes différentes vis-à-vis d'un projet pilote par rapport à un projet normal.
Donc, on peut citer par exemple le fait qu'on va être plus flexible, qu'on est censé pouvoir sortir des protocoles habituels ou avoir des ressources supplémentaires. Et puis, normalement, dans un projet pilote, on considère aussi qu'on a le droit à l'erreur et qu'on ne sera pas forcément rentable puisqu'on teste quelque chose. Et en plus, dire que quelque chose ne fonctionne pas, c'est déjà dire quelque chose en soi puisque ça permet d'ajuster et de réduire le champ des possibles. Hein. On fonctionne alors par élimination jusqu'à trouver la bonne façon de fonctionner. Et ici, dans le cadre des projets pilotes de soins intégrés, je pense qu'on est quand même en droit de se demander si ce droit à l'erreur a toujours été d'application. Par exemple, quand on voit la pression que les projets ont pu subir par rapport au nombre d'inclusions attendues et qui n'étaient pas atteints. Et ça a été vu comme un indicateur d'échec, il me semble, par certaines personnes, par certains décideurs. Et à plusieurs reprises, on a sommé les projets d'atteindre ce niveau d'inclusion sous peine de stopper les projets sans spécialement se demander pourquoi l'objectif n'avait pas été réalisé. Donc, de façon très perverse, ça a déclenché une espèce de course folle à l'inclusion, d'inclusion pour l'inclusion, puisque les projets ont passé beaucoup de temps à réfléchir à comment inclure le plus possible de patients en un temps record, sans forcément être sûr de pouvoir faire quelque chose de concret au niveau thérapeutique avec ces patients. Et du coup, l'inclusion est devenue une fin en soi, alors que ça devait être à la base juste un moyen de suivre l'évolution de la situation des patients inclus. Donc tout ceci m'amène quand même à relativiser très très fort les notions d'échec et de succès, a fortiori quand on est dans un contexte d'expérimentation. Personnellement, sur base de ce que j'ai pu lire dans la littérature, je les remplacerai par les notions d'attendu et d'inattendu. L'inattendu étant inhérent à la notion d'expérimentation et n'étant pas forcément négatif en soi. On peut par exemple faire un parallèle avec la découverte de la pénicilline, qui était complètement inattendue et complètement fortuite. Et donc, cette découverte de la pénicilline complètement inattendue, elle a quand même valu un prix Nobel, par exemple, à Alexander Fleming. Dans un autre registre, on peut citer la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est aussi une découverte totalement fortuite. Lui, il pensait arriver en Inde et aujourd'hui, il ne me semble pas que ce soit considéré comme un échec total, même si son objectif de base n'était pas atteint. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas parce qu'on prend une direction différente de celle qu'on voulait prendre à la base que la nouvelle direction envisagée est forcément mauvaise. Elle peut parfois même être plus intéressante que celle qu'on avait en tête initialement. D'où l'importance d'être ouvert à l'inattendu et de ne pas se mettre des œillères trop restrictives dès le départ. Donc si on veut prendre une image, imaginons que nous soyons des chercheurs d'or, et imaginons qu'on aille dans un endroit pour trouver des pépites d'or et que malheureusement on n'en trouve pas. Cette intention de base, elle ne doit pas nous empêcher de voir les éventuels diamants, saphirs et autres pierres précieuses qui pourraient se trouver à l'endroit où on pensait trouver de l'or et on n'en a pas trouvé en fait. Donc je sais très bien qu'on ne trouve pas tout ça au même endroit, mais c'est pour que vous ayez une représentation imagée du raisonnement. Et alors, le dernier descripteur, l'acteur réseau, fait référence à l'acteur collectif, constitué de l'ensemble des acteurs mobilisés dans le cadre d'un projet pilote, mais aussi au style de gouvernance adopté. Donc ici, des ASBL. J'ai déjà dit tout à l'heure que l'instrument, un projet pilote, de par ses caractéristiques, peut créer les conditions favorables à l'émergence d'un réseau. Et ici, je vais aller plus loin et dire que les réseaux naissant dans le cadre des projets étudiés présentent les caractéristiques de ce qu'on appelle un intégrateur dans la littérature sur les soins intégrés, même si, assez paradoxalement, il me semble, et je me trompe peut-être, n'hésitez pas à me le dire, mais il me semble qu'on ne les a pas désignés comme tels. En tout cas, personnellement, en 4 ans, je n'ai jamais entendu qu'on utilisait le mot intégrateur pour parler des projets pilotes. Et un intégrateur, qu'est-ce que c'est? C'est une entité unique, vue comme essentielle à l'intégration des soins, qui a pour mission de mettre en lien les organisations qui ont un rôle à jouer dans la santé de sa population, d'amener de la cohérence et d'identifier les éventuels manques dans l'offre de services répertoriés sur son territoire. Ce qui est précisément ce que font les projets, me semble-t-il. Et donc, cet intégrateur est un peu garant, comme ça, de la réalisation du triple aim. C'est un peu le rôle du chef d'orchestre, en fait, qui, certes, a une formation solide en musique, mais qui ne va pas forcément jouer dans l'instrument au moment où il va diriger son orchestre
et qui doit pouvoir néanmoins lire la partition de tout le monde pour coordonner l'action et produire une prestation commune qui va former un tout cohérent. Alors, indépendamment des 6 descripteurs que je viens de passer en revue, je voudrais revenir sur une notion importante qui est celle de co-création, centrale dans le plan, et qui fait référence au concept de process inclusivity dans la littérature sur les politiques publiques et sur l'action publique en général. Ce concept qui a l'air un peu compliqué comme ça, il renvoie en fait à l'idée de faire participer aux décisions les destinataires de ces décisions. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça au final. Ça veut dire que ces destinataires, du coup, endossent une double casquette, à la fois celle de décideur et d'implémenteur. Et cette façon de faire, elle est présentée comme un facteur de succès dans la littérature, alors ce que je contredis absolument pas, parce que ça permet normalement d'avoir des décisions plus ancrées dans une réalité de terrain et donc supposément plus pertinentes. Pour autant que les personnes en présence tombent d'accord, évidemment. Puis ça permet d'améliorer la légitimité des actions prises, des décisions prises pardon, auprès des acteurs de terrain et aussi d'améliorer leur acceptation par ces mêmes acteurs de terrain. Maintenant, ici, en fait, ce que je voudrais souligner, c'est que ce n'est pas pour autant une recette miracle. Donc, ce n'est pas une recette qui, à elle seule, va garantir que tout va fonctionner à la perfection, parce que c'est une condition que certains pourraient qualifier de nécessaire, mais elle n'en est pas pour autant suffisante pour reprendre un vocabulaire mathématique. Pourquoi? Parce que les difficultés en fait, liées à l'implémentation, à la mise en œuvre concrète, elles demeurent. Notamment parce que le passage à la pratique, incluant donc un passage d'une collaboration réflexive à une collaboration opérationnelle, hein, comme je disais tout à l'heure, ce passage-là nécessite quand même à chaque fois l'intervention de personnes qui n'ont pas participé au processus décisionnel. Et il faut donc un temps d'appropriation, peu importe par qui a été prise la décision, à quel niveau elle a été prise. Par ailleurs, au fil de mon travail, j'ai pu identifier plusieurs perspectives de recherche pour le futur et je voudrais partager ici 2 de ces perspectives de recherche. Je vous invite à donner votre avis dessus tout à l'heure d'ailleurs. La première a trait au recours de plus en plus systématique à l'outil projet pilote, hein, comme je l'ai déjà dit en début de présentation. Alors, sans dire que c'est de la faute de qui que ce soit, évidemment, je me demande dans quelle mesure, là où on cherche à intégrer les choses à certains endroits, on n'est pas en train, sans forcément s'en rendre compte, hein, de les refragmenter à d'autres en créant une espèce de lasagne de projets pilotes et de réseaux afférents à ces projets. Il y a des acteurs qui sont dans plusieurs projets pilotes et qui pourraient passer parfois une journée entière en réunion pour ces projets. Et par ailleurs, ils ont leur fonction principale à assurer à côté de ça. Donc en termes de quantité de travail, c'est vraiment énorme, c'est très chronophage. Et en plus, on remarque que parfois, même peut-être souvent, je ne sais pas trop, des idées similaires émergent dans ces différents projets et sont parfois initiées et menées en parallèle. Et ça implique parfois une déperdition d'énergie assez colossale. Et parfois même, ça peut mener à créer des doublons, ce qui est précisément pas du tout l'effet recherché quand on cherche à intégrer les soins. Donc ça, c'est ma première perspective de recherche. La seconde dont je voulais vous parler, elle a trait à l'ambiguïté sémantique des concepts de soins intégrés et d'intégration des soins. Un peu comme le concept d'empowerment dont je parlais tout à l'heure, ces 2 concepts sont très larges, polysémiques, voire même un peu flous et couvrent de nombreuses réalités concrètes différentes. Donc ça veut dire que si 2 personnes utilisent le même mot, le même concept, sans prendre le temps de s'accorder sur une définition commune, hein, et sans être conscientes qu'elles ne mettent pas la même réalité concrète derrière, elles se rendront compte seulement au moment de la mise en pratique qu'elles ne vont pas du tout dans la même direction, voire même peut-être qu'elles vont dans des directions complètement opposées. Par exemple, pour certains, intégrer les soins, ça veut forcément dire faire des économies budgétaires, alors que pour d'autres, ça veut forcément dire qu'il faudra mettre un peu plus d'argent au début du processus d'intégration et qu'on pourra par la suite, sur du long terme, avoir une répartition plus efficiente des ressources.
Donc, on voit que le fait d'utiliser le même mot peut créer une illusion de similitude, potentiellement porteuse d'incompréhension réciproque. Concernant les concepts de soins intégrés et d'intégration des soins, il y a plusieurs définitions, comme je l'ai déjà dit, mais il y a aussi un consensus qui semble se dégager sur le fait que c'est une solution à apporter à la fragmentation des soins. Du coup, je me demande en quelle mesure, pour définir les soins intégrés, il ne faudrait pas en amont d'abord définir la notion de fragmentation des soins elles-mêmes, parce que toutes les parties prenantes, en fonction de la position qu'elles occupent dans le système global de soins de santé, ne rencontrent pas les mêmes problèmes et ne vivent pas les mêmes situations de fragmentation des soins. Et je me demande aussi dans quelle mesure ces différentes situations de fragmentation des soins ne nécessitent pas des solutions différentes, voire même des solutions qui pourraient entrer en conflit en fait les unes avec les autres. Donc, est-ce que la solution de quelqu'un ne pourrait pas être ou devenir le problème de quelqu'un d'autre? Et est-ce qu'il relève au final, pour un acteur spécifique du registre de l'intégration, ne risque pas de créer de la fragmentation pour quelqu'un d'autre à un autre niveau? Donc ça, c'est un gros questionnement qui a émergé de mon travail de thèse, auquel je n'ai pas encore de réponse précise à apporter. Donc on peut en discuter tout à l'heure si ça vous intéresse. Voilà, avant de conclure, je voudrais vous faire part de quelques réflexions et recommandations qui me sont passées par la tête durant mon travail de thèse. Elles me sont très personnelles et sont aussi donc très subjectives, et ça, c'est complètement assumé. La première réflexion a trait à l'importance de rechercher de la congruence, donc de la cohérence, entre les objectifs poursuivis et les moyens sélectionnés pour y arriver, y compris dans le cadre de l'évaluation, par exemple. Donc, pour faire une petite métaphore, on n'utilise pas un marteau pour visser une vis, on utilise un marteau pour enfoncer un clou et un tournevis pour visser une vis. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Donc, si on transpose le raisonnement au projet pilote, si l'objectif, c'est de faire de l'expérimentation, c'est un instrument idéal. Et si l'objectif, c'est d'avoir des résultats très rapidement, je pense que d'autres outils peuvent être plus pertinents. Je voudrais aussi souligner l'importance de pouvoir relier les concepts et les chiffres utilisés à des éléments concrets. Sinon, je pense qu'ils ne servent pas à grand-chose. Il faut que ça ait du sens, que les chiffres et les concepts utilisés veulent vraiment dire quelque chose et une utilité pragmatique réelle. Je vous propose aussi de garder en tête que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que quand on est dans une démarche d'innovation, parfois, il arrive qu'on se trompe et il arrive qu'on se trompe en pensant précisément faire ce qu'il faut. Donc ici, c'est pas mal de se donner déjà le droit à l'erreur à soi-même pour pouvoir aussi être dans une position où on peut reconnaître qu'on a pris une mauvaise direction et ça permet de réorienter plus facilement l'action. Donc derrière ceci, il y a aussi l'idée d'adopter une posture d'humilité par rapport à ce qu'on pense savoir. Sans tomber dans une sorte de nihilisme absolu, ne soyons pas trop sûrs de nos certitudes, parce que la seule chose qu'on sait au final, c'est qu'on ne sait pas tout, a fortiori dans un contexte d'innovation. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'invite aussi à adopter une posture d'ouverture à l'inattendu, à l'imprévu, et donc aussi au changement de direction. Lorsqu'on voyage, au sens propre du terme, parfois, on se rend compte que l'itinéraire prévu initialement comporte des chemins impraticables, des routes barrées. Et à ce moment-là, en général, la réaction, c'est pas de foncer tête baissée en s'accrochant coûte que coûte à l'itinéraire de base. Ce serait contre-productif, voire dangereux. Donc la réaction appropriée dans ce cas-là, c'est de modifier l'itinéraire, que ce soit de soi-même ou en suivant des déviations prévues. Donc, faire face à l'inattendu, ça implique parfois de pouvoir s'éloigner des plans de départ au lieu de s'y accrocher coûte que coûte et de pouvoir remettre en question les règles qu'on édicte et qu'on finit parfois par réifier, c'est-à-dire qu'on finit par leur donner une existence propre en finissant par oublier que si nous les avons créées, nous pouvons aussi les modifier. D'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse, mais c'est un raisonnement qui est valable pour beaucoup de choses en fait, pour beaucoup de productions humaines. Je trouve que l'humain peut parfois être très paradoxal parce que nous faisons comme si les règles ou les systèmes que nous créons, que ce soit étatiques, économiques, que sais-je, on fait comme s'ils ont une existence propre
on fait comme si c'était inéluctable, et d'un autre côté, on fait comme si les lois de la nature qui s'appliquent à toutes les espèces et à l'ensemble du vivant de façon uniforme étaient négociables. Je crois qu'il serait peut-être utile d'inverser le raisonnement. Bref, ceci étant dit, je terminerai par dire qu'aucune, vraiment aucune solution n'est parfaite à 100%. Donc ça veut dire que l'enjeu, en fait, est peut-être moins de choisir la meilleure des solutions que de peser les avantages et les inconvénients de chaque solution envisageable, et puis de sélectionner celles dont les inconvénients nous semblent les plus acceptables, ou en tout cas les moins inacceptables ou les moins problématiques au regard des avantages qu'elles présentent. J'arrive tout doucement à la fin de la présentation. Donc, pour résumer, ma recherche se concentre principalement sur les aspects humains, sociaux, contextuels et organisationnels de la politique étudiée. Donc, ce sont des aspects contingents qui ont été, il me semble, un petit peu passés sous silence dans le cadre de l'approche à prédominance quantitative adoptée par certains décideurs. Et cette prédominance du quantitatif, c'est une supposition, mais elle me semble traduire une recherche de contrôle et de prédictibilité. Mais cette recherche, elle émerge dans un contexte d'innovation qui est paradoxalement, par essence, imprévisible. Et en plus, comme je l'ai déjà dit, la pierre angulaire des soins intégrés, c'est la collaboration humaine. Donc, un des enjeux, c'est de passer d'une somme d'intelligence individuelle à une intelligence collective, ce qui nécessite de réfléchir à comment organiser les choses et aussi de clarifier les rôles de chacun et chacune. Et tout ça me fait dire que dans le cadre d'un processus d'intégration des soins, l'innovation en jeu, elle est peut-être plus organisationnelle que thérapeutique. Donc, elle va peut-être plus vite concerner la manière de délivrer des traitements déjà existants que la création de nouveaux traitements. Et c'est la raison pour laquelle j'affirme dans mon titre que les soins intégrés ne sont pas qu'une question de soins, en tout cas au sens médical, thérapeutique du terme. Je vous ai listé ici l'ensemble des références des articles qui constituent cette thèse. Les 3 derniers sont disponibles en open access. Et pour ceux que ça intéresserait, donc je rappelle que le manuscrit complet de la thèse est disponible en open access de nouveau sur la plateforme Orbi de l'Université de Liège. Maintenant, elle est assez longue, c'est environ 200 pages, et elle est écrite en anglais, mais c'est disponible pour tous ceux que ça intéresserait. Et pour terminer, je voudrais vous faire part d'une citation qui est en fait l'épigraphe de mon manuscrit de thèse et qui résume assez bien la posture qui a été la mienne tout au long de cette recherche. C'est une citation de James March, qui est un des auteurs pionniers de la théorie, des théories des organisations. Et je vais vous traduire la citation. Elle dit ceci: « Ce qui est bon à long terme n'est pas toujours bon à court terme. Ce qui est bon à un moment historique particulier n'est pas toujours bon à un autre moment. Ce qui est bon pour une partie d'une organisation n'est pas toujours bon pour une autre partie de cette organisation. Et ce qui est bon pour une organisation n'est pas toujours bon pour le système social plus large dont elle fait partie. » Voilà, c'était le mot de la fin. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je trouve que c'est déjà beaucoup d'informations. Donc maintenant, je propose que Céline coupe l'enregistrement et qu'on passe à la séance de questions-réponses.